Bonjour Juan, Bonjour Brieux. merci de m'accueillir dans cet bel espace, cette chapelle de travail. Tu es professeur d'art interne Oui, et j'ai eu le plaisir de te rencontrer à plusieurs reprises pour échanger sur nos différents aspects professionnels tous les deux. Donc professeur d'art interne, moi je suis psychothérapeute spécialisé en psychosomatique et il y a finalement pas mal de points communs et quelques divergences dans nos pratiques. Donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir ce moment d'échange entre nous pour évoquer bien, ce que tu fais, ce que je fais et comment on peut se rejoindre et faire grandir le monde ensemble. avec un grand plaisir, c'est un beau challenge. Voilà, oui. Donc j'aimerais peut-être que tu puisses commencer par quel est ton métier, quels sont les points fondamentaux que tu enseignes dans ta pratique. Donc aujourd'hui, mon métier, c'est à la base professeur d'art interne, donc de tai chi, de qigong, de méditation, de yoga. Et j'ai eu la chance, par obstination personnelle et la rencontre de maîtres, on va dire, la chance de pouvoir ramener tout ce savoir en un seul savoir. Et donc de comprendre un peu le fonctionnement du corps humain, et surtout ce que nous ne mettons plus en place aujourd'hui, qui nous apporte autant de pathologies, de mal-être, euh, pour ne citer que ça. Ok. Euh, dans les échanges qu'on a déjà eus ensemble, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, tous les deux, on part sur deux points de vue qui sont alors identiques, mais pas au même moment de la personne. Donc j'ai cru comprendre que toi, tu souhaites d'abord aider la personne à ce qu'elle se reconnecte à sa source, Oui, et finalement de ne pas prendre la personne quand elle est malade, mais plutôt de la faire progresser pour éviter d'être malade. Est-ce que tu oui, peux m'en dire plus? oui. Disons qu'aujourd'hui, j'ai les deux facteurs. Je reçois les gens généralement malades, et puis après, ils continuent un bout de chemin avec moi pour découvrir comment ne plus être malade ou ne plus être en réactivité émotionnelle qui apporte la maladie. Et donc, par ce biais-là, je commence d'abord par leur faire comprendre que le corps est comme une matrioshka ou des matrioshkas, des gigognes, et qu'il est intéressant de savoir, sentir comment fonctionne l'intérieur pour pouvoir faire, par le biais du souffle et la mouvance caudale du coccyx, réactiver des hormones non utilisées, des glandes non utilisées, des circuits électriques, des méridiens, et remettre en place toute cette chimie pour qu'elle puisse avoir un accès dans le liquide encéphalique. Parce qu'à partir de là, notre corps, étant une merveilleuse usine, peut produire du collagène, de l'élastine, de la réticuline, ce qui régénère les cellules, pour ne dire que ça gentiment, et en même temps va produire du piézoélectrique, donc de la luminescence solaire électrifiée qui parcourt normalement les fascias, qui alimente la glande pinéale quand même, un régulateur de notre état émotionnel et surtout de nos tâches à mettre en place en journée et en nuit, et accéder comme ça petit à petit à la zone du préfrontal de manière continue. Ok. Ok. Donc c'est vraiment finalement, si j'ai bien compris, pouvoir à travers la respiration et d'autres pratiques que tu enseignes, finalement pouvoir libérer toutes les tensions qu'il y a dans les différents tissus, les différentes couches corporelles de la personne, qu'elles soient musculaires, qu'elles soient fascia, qu'elles soient via le système nerveux électrique, hormonal, finalement libérer toutes ces tensions pour pouvoir offrir à la personne un accès beaucoup plus libre et permanent à son préfrontal et finalement ce qui nous relie le plus au divin et à la terre en même temps. Oui, tout à fait. Donc, je reprends souvent, comme je l'écris dans mon livre, la phrase chinoise, mais un peu à l'envers, nourri de la terre pour aller au ciel. Okay. Donc, c'est notre problématique sociétale à nous occidentaux, c'est que nous sommes attirés vers le haut et nous avons peut-être oublié, quelque part, un contrat qui a été passé pour expérimenter quelque chose par la terre, avec la terre et au travers de la terre. Ben, ça me fait penser finalement, ou ça me renvoie à mon point de vue personnel en tant que thérapeute et spécialiste en psychosomatique, où si ton point de départ à toi va être plutôt la respiration, dans un premier moment en tout cas, ben, mon point de départ à moi, ça va être d'abord la souffrance émotionnelle, voire physique de la personne. C'est-à-dire que la personne qui vient me voir, ben, elle a généralement un symptôme,
une pathologie X ou Y, et à partir de là, on va aller rechercher ensemble, à travers son vécu, à travers son discours, eh bien, le ou les chocs émotionnels, les difficultés qu'elle n'a jamais pu guérir, qu'elle n'a jamais pu résoudre, qui fait que finalement son corps a mis en place un processus de survie qui est la maladie en fait. Et donc, on a un peu quelque part le même objectif final, c'est que la personne puisse se reconnecter à ce que moi j'appelle sa nature profonde. Moi je passe en premier lieu à travers la pathologie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce que tu entends par le souffle par exemple? Tout à fait. Donc pour moi, passer d'abord par la pathologie est totalement honorable et acceptable. Je le dis vraiment avec cœur. Cependant, il y a des choses, des situations, des émotions, des reliquats de mémoire douloureuses qui peuvent être éliminés simplement par le tissu conjonctif, donc le mammifère dans lequel on habite, si on lui donnait la possibilité de retrouver sa fonction première. Donc sa fonction première, c'est le souffle. Le souffle, c'est la vie. Mais le souffle, aujourd'hui, est quelque chose d'utilisé énormément dans beaucoup de situations. Il y a juste un petit détail qui a peut-être été oublié, c'est que dans souffle, on entend aussi pression. Si vous soufflez dans un ballon, le ballon se dilate. Il en va de même pour la respiration humaine. Nous n'utilisons plus le pharynx, donc le muscle derrière le larynx. Et ce pharynx est fait pour capter une pression d'air qui va glisser le long d'un tube à la première cervicale qu'on appelle l'œsophage et qui descendra tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au tissu pelvien. Cette dilatation induite par cette respiration va permettre de dilater ce tube et donc donner une expansion à la chaîne musculaire dorsale tout en assurant une oxygénation dans le bas du corps. Cette première étape donc consiste à reprendre une idée de respiration où le mot n'a plus de sens aujourd'hui et il faudrait le remplacer, je pense, par le mot inhalation. En inhalant, nous utilisons le haut des fosses nasales et donc il y a un lien direct entre un oxygène passant par le crâne vers le coccyx simultanément qu'une oxygénation qui vient descendre dans les poumons. Une fois acquise cette inhalation et exhalation, je la dirige alors vers le coccyx afin que la personne puisse, telle que la fonction du mammifère le demande, dans chaque inhalation-exhalation, par ce biais de coccyx, avoir dans un temps la antéversion et rétroversion du bassin, communément appelée la bascule. Et la deuxième étape très importante, c'est que ce coccyx va pouvoir faire bouger les vertèbres une à une, apportant à ce moment-là, jusqu'à l'occiput, une dilatation qui se passera au crâne. Et cette dilatation permet alors l'oxygénation des hémisphères cérébraux, pour ne parler que de ça. Donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé, donc j'ai été initié à ça via le coccyx par ma maître femme, taoïste, mais en Europe, 1800 et quelque chose, ça a été découvert par William Sutherland, donc le père de l'ostéopathie crânienne, qui définissait ça par la respiration primaire, et eux partaient donc du sacro-iliaque. Il définissait déjà à l'époque que c'était une respiration spirituelle. Ok. Et là, je prends l'opposé, si tu le permets un instant. Effectivement, ce qu'on voit, à contrario de ce que tu viens de dire, c'est que lors d'un choc émotionnel, le premier réflexe, ça va être de bloquer la respiration. Totalement. Dans une très grande peur, etc., où on se sent piégé, où on se sent pris par surprise, eh bien naturellement, on va bloquer notre respiration, on va se tendre, tous nos tissus, tous nos muscles vont se contracter pour faire face au danger, parce qu'on est dans un état dans lequel on ne se sent plus capable ni de fuir, ni de combattre, et donc on perd finalement une forme de puissance intérieure. Et donc, dès lors qu'on bloque la respiration, tous les tissus vont commencer à être mal irrigués, mal oxygénés, le sang va s'acidifier, le corps également, et donc va offrir un terrain favorable aux pathologies. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision-là? Je suis tout à fait d'accord, et je pourrais même aller un tout petit peu plus loin là-dedans. C'est qu'entre nos 7 et 11 ans,
les attentes d'enfance que nous avions se retrouvent quelque peu malmenées, les croyances que nous avions se retrouvent un peu quelque peu malmenées, via les attentes parentales, via ce qu'on nous demande, les exigences de ce que nous impose cette vie ici. À partir de là, nous bloquons la mobilisation du coccyx et nous sommes déjà dans une crispation, une adhérence de tous les tissus du corps. Et je dis bien de tous les tissus du corps. Et nous ne respirons plus que par 3/4 de poumon. Nous n'amenons déjà plus d'oxygène dans le bas du corps. Donc le moindre choc devient alors la bombe atomique auquel la personne qui la vit ne sait plus du tout réagir ou se trouvera dans une réactivité offensive, défensive ou en tétanie. Ça, je suis d'accord. Ok. Et quel est l'avantage de ramener justement, quels seraient les avantages de ramener cette respiration de manière beaucoup plus profonde au niveau du corps et peut-être commencer par les avantages psychiques, émotionnels? Les avantages psychiques seront déjà d'ordre chimique, c'est-à-dire que si on s'attelle simplement à la question du piézoélectrique fabriqué, donc cette lumière solaire, électrique, va déjà stimuler l'hypophyse. Or, on sait que l'hypophyse est en lien avec l'hypophyse. L'hypophyse étant la chef des hormones. Donc à ce moment-là, vous permettez à l'hypophyse, coincée entre la cervicale et le sommet du crâne, l'occiput, étant coincée aujourd'hui, elle ne sait plus donner des ordres de fonctionnalité corrects à la plupart des hormones du corps. Et donc nous ne fonctionnons plus en général que sur endorphine, sérotonine, les deux autres, j'ai oublié leur nom, adrénaline et cortisol. Alors que nous avons beaucoup plus d'hormones qui déjà de manière naturelle nous permettraient de connaître la vacuité, ce qui n'est pas associé à la spiritualité du tout, c'est juste un état d'être plaisant, sans attente, sans besoin. Donc c'est déjà cette première réaction-là qui va se mettre en place. Ok. Et quel est l'impact au niveau émotionnel pour ça? Du coup, nous quittons ce qu'on appelle le cerveau reptilien au profit du cerveau préfrontal. Et ça nous permet de vivre, d'expérimenter et de voir les choses sans s'y sentir imprégné émotionnellement. Alors, quand je parle de ça, je veux dire par là que nous pouvons mettre un pas en arrière par rapport aux situations en comprenant que les situations vécues ne nous touchent pas personnellement. Elles sont induites ou vécues par les autres. À partir de ce moment-là, nous ne pouvons être que dans l'écoute de ce que l'autre vit, sans nous-mêmes devoir réagir avec férocité, avec pleurs, avec choix, ou avec réactivité. Et je refais le lien entre, justement, tu parlais du cerveau archaïque, le tronc cérébral finalement, qui gère vraiment toutes les fonctions vitales, les plus vitales du corps et de l'être humain, enfin des animaux aussi d'ailleurs. Et le préfrontal, c'est que dans un choc émotionnel, l'amygdale vient couper finalement cette connexion entre le tronc cérébral et le cortex, et surtout le cortex préfrontal, et donc il n'y a plus de dialogue. Et donc dans un choc émotionnel, c'est le cerveau archaïque qui gère l'individu à son insu, alors pendant qu'il continue éventuellement à conduire, à nourrir ses enfants, à enseigner, à faire ce qu'il a à faire, mais il n'y a plus cette reconnexion, et donc tout mon job va être, en tant que thérapeute, d'aider le patient à travers ses mots, à travers ses sensations corporelles, à travers les émotions qu'il va pouvoir partager, d'essayer de reconnecter à nouveau ces deux cerveaux pour qu'il y ait une libération. Oui, donc j'entends ça tout à fait, je trouve ça très très chouette. À la base, il faut peut-être que tu saches qu'il n'y a déjà pas de connexion entre ces deux-là, c'est une chimère. Il n'y a pas de connexion tout simplement parce que la dure-mère, donc qui est une membrane, de sa base la taille d'un fil de laine, qui se retrouve dans le sacro-iliaque et qui va remonter dans la moelle jusqu'au niveau de l'occiput, et là elle va s'ouvrir comme deux toiles d'araignée qui vont venir englober les deux hémisphères cérébraux. Comme nous ne connaissons plus et ne pratiquons plus l'inhalation, il n'y a plus de densité dans l'air, nos vertèbres sont figées et se figent en continu. Et ça va donner une traction de plus en plus forte sur cette dure-mère qui va venir resserrer ces membranes autour des deux hémisphères cérébraux. De là, comme je le répète tout à l'heure, le moindre choc va accentuer un état qui était déjà là de base, mais que la personne ne sentait pas parce que vivant dans son mental et étant toujours dans demain, peut-être, les courses et les activités, on va dire, pensives, se coupant ainsi de la vie.
Donc, si je te comprends bien, c'est comme si finalement le fait d'avoir une très mauvaise oxygénation du corps et de ce méridien et de cette toile qui vient recouvrir les deux hémisphères, eh bien finalement c'est comme si on devenait émotionnellement de plus en plus sensible, un peu allergique au moindre événement qu'on va interpréter de manière excessive au niveau émotionnel et donc aboutir à des lésions ou des pathologies. Tu as dit le juste mot. À partir de ce moment-là, nous continuons dans l'âge en devenant de plus en plus, pour dire une image gentille, avec le comportement d'une biche effarouchée. Eh bien, Rohan, comme tu m'as fait le plaisir de me faire expérimenter la respiration que tu proposes, en tout cas, j'imagine que tu ne proposes pas que la respiration, mais c'est en tout cas ce que j'ai expérimenté aujourd'hui. J'avais juste envie de témoigner, si c'est OK pour toi, de ce que j'ai ressenti en fait pendant cette pratique-là. Avec plaisir. Et eh bien, la première étape, c'était de pouvoir inhaler et exhaler en sortant des sons, la bouche ouverte, par la bouche dans un premier temps, pour sentir justement tout le travail du larynx. Et là, effectivement, j'ai senti que les sons avaient énormément de difficultés à sortir et que mon corps était sous tension en fait et luttait contre ce mouvement-là dans la première étape. La deuxième étape, ça a été finalement de me relâcher par rapport à cet inconfort-là, et donc les sons ont commencé à pouvoir sortir un peu plus facilement. Et alors tu m'as invité à ce moment-là à inspirer et à expirer par le nez, et à ressentir justement cette inspiration juste au niveau des sinus quelque part. Exactement, oui. À l'inspire et de sentir finalement cette pression qui descend à l'expire dans le bassin et qui, dans mon ressenti, alors ce qui était intéressant, c'est de sentir qu'il y avait une forme de crispation qui se mettait dans mon corps. D'abord une crispation, j'ai envie de dire les muscles externes, hein, les plus à l'extérieur du corps. Et au fur et à mesure de la respiration, je sentais que ces muscles externes se détendaient pendant et en même temps à l'intérieur, dans les muscles beaucoup plus profonds de la colonne et du bassin, qu'il y avait une tension qui augmentait. Et donc il y a eu cette sensation quelque part d'avoir de la détente dans de la contraction. Et de sentir à l'expiration que la colonne vertébrale s'étire en respectant, en sentant même la vague de la forme en fait, de la colonne vertébrale. Et à l'expire, bizarrement, au lieu de me sentir me racrapoter et me tasser, c'était d'avoir une posture qui continuait à se redresser et dans ce maintien de cette tension interne. Alors tu as dit une phrase que je ne saurais plus répéter, donc je vais te proposer de la dire à ma place, mais c'était ça, c'était une tension dans la détente et de la détente dans la tension, mais vas-y. Un tenu dans le lâcher pour un lâcher dans le tenu. Ouais. Et donc ça c'est une citation taoïste qui nous invite à prendre conscience que les muscles doivent être étirés de manière permanente, pas crispés, et ils sont étirés de manière permanente, pas par notre volonté, mais par toute la structure du fascia. Ce fascia qui va être étiré, dilaté par la pression du souffle induit dans le corps jusqu'au coccyx. Merci. Juste peut-être pour faciliter la compréhension des auditeurs, est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots les plus simples possibles ce que sont les fascias ? Le plus simple possible. Avec plaisir. Donc nous avons la peau, le derme et l'épiderme. Et puis après, si on taille dans la peau, qu'on enlèverait le derme et l'épiderme, nous pourrions apercevoir une membrane très très fine, transparente presque, qui recouvrerait le sommet de la tête, toutes les parties du corps, jusqu'au bout des pieds. Donc ça, c'est la partie des fascias internes. Et nous avons, dans la même famille des fascias, ce qu'on appelle les tendons. Donc, la représentation de vos petits doigts, qui s'arrêtent à l'avant du bras, et à l'extérieur du bras à ces niveaux-là. Et puis nous avons les ligaments. Et dans la mouvance de vos tendons, quand vous vous servez de votre main, si vous utilisez le tendon, à ce moment-là, vous avez une traction qui s'effectue sur le fascia et qui entraînera alors un étirement de la chaîne musculaire. Voilà.
Ok, donc si je comprends bien, le fascia, en fait, c'est un peu une espèce de tissu qui relie absolument tous les muscles et les os entre eux. Et on pourrait le comprendre comme ça. Et donc, dès que tu fais un mouvement dans une extrémité du corps, finalement, ce mouvement va venir étirer toute cette structure interne et qui peut venir toucher jusqu'au sommet du crâne et jusqu'aux pieds. Exactement. Donc la plupart de mes élèves, dans leur travail inhalatoire, exhalatoire, ou méditation si vous préférez, ressentent une dilatation de toutes les chairs jusque dans la plante des pieds, sommet des crânes et épaules. Et le fascia, oui, est responsable de la... C'est la pièce jointe entre les gigognes à l'intérieur de notre corps et nos gigognes externes. Donc, en parler plus simple, le tissu conjonctif est en lien avec le corps éthérique et donc directement connecté à ce que l'on appelle les chakras. Merci beaucoup, Rohan, pour cette première rencontre. Avec grand plaisir. Vidéo qu'on fait ensemble. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on pourra aller encore plus loin dans tout ce que tu as à nous partager et ces ponts qu'on peut faire entre ton travail et le mien. Alors des ponts, justement, parlons-en juste avant de se quitter. Ce sont des ponts extrêmement utiles parce que je ne vends pas une méthode et je ne défends pas une méthode de travail. Je permets juste aux personnes de retrouver la mobilité de ce corps. Je permets juste aux personnes de retrouver l'action de ce que représente véritablement le souffle. Et à partir de là, le corps fait le reste. Et donc, quand toi, tu peux arriver dans ton travail à mettre ces personnes dans ces états respiratoires où le mammifère peut décharger, et bien justement, comme tu es en quête d'informations sur tel ou tel trouble, cette information sortira naturellement, puisque le souffle va venir littéralement labourer le chakra 1, le chakra 2, le chakra 3, le siège de toutes les émotions refoulées. Donc ton travail ne peut qu'être qu'amplifié, et le patient avoir de manière beaucoup plus intuitive, spontanée, directe, un mot, une sensation, une émotion qui correspondra à la demande que tu lui proposes. Je comprends. Merci beaucoup, Rohan. Avec grand plaisir. À bientôt.